On va voir dans cette deuxième vidéo la notion de décomposition biais-variance qui est introduite à la section 3.2 du livre de Bishop. Donc, depuis le début du cours, on a vu à de nombreuses reprises les concepts de sur- et de sous-apprentissage. Donc, je vous rappelle, du surapprentissage, c'est lorsqu'on a un modèle qui a une forte capacité, comme ici à gauche, et que le modèle est capable de se coller de façon un peu outrancière sur les points de l'ensemble d'entraînement. Alors que le sous-apprentissage, lui, il n'a pas assez de capacité, puis il est pas capable de retrouver le meilleur modèle possible. Et le meilleur modèle ici, c'est illustré par la courbe qui est verte. Donc, j'ai Y de X, qui est le modèle trouvé par apprentissage, puis j'ai H de X, qui est le meilleur modèle possible, en fait, celui qui représente le mieux les données. Donc, le surapprentissage va coller beaucoup, va peut-être trop coller sur les données d'entraînement. Donc, le modèle retrouvé va avoir une erreur d'entraînement faible, mais de généralisation élevée parce que sa forme, ici, la forme de la courbe bleue est très loin de la forme de la courbe verte. Par contre, le sous-apprentissage va avoir une erreur d'entraînement qui est élevée et une erreur de généralisation qui risque aussi d'être élevée. Encore une fois, parce que la courbe bleue que j'ai ici est relativement différente que la courbe verte. Donc, le but, en fait, on va souvent voir ça dans la littérature, que un bon modèle, c'est un modèle qui arrive à trouver un compromis entre le biais et la variance. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de biais et de variance? Eh bien, quand on regarde ces deux exemples-là ici, on voit à gauche, bien que ça paraisse pas évident pour l'instant, mais normalement, à la fin de la vidéo, ça devrait être évident, on a une configuration où on a une variance qui est élevée, un biais qui est faible. Et à l'inverse, j'ai une variance qui est faible ici, mais j'ai un biais qui est élevé. Et en fait, avoir une variance qui est faible, c'est une bonne chose. Avoir un biais qui est faible, c'est une bonne chose. Mais c'est très difficile, voire dans certains cas quasiment impossible dans des cas dans des problèmes, je dirais, réalistes, d'avoir à la fois une variance qui est faible et un biais qui est faible. Très souvent, on a un qui est faible et l'autre qui est élevé. Donc, en général, on va essayer d'éviter d'avoir un des deux qui est trop élevé. Donc, on va chercher à avoir un bon compromis entre le biais et la variance. Donc, le but de cette vidéo, c'est de comprendre ces notions de biais et de variance. Puis pour ce faire, je vais essayer de passer à travers des cas simples. Puis normalement, ça devrait rendre les choses plus claires. Si jamais c'est pas le cas, venez me voir. Donc, prenons un cas ici. OK? Donc, on a un cas de figure. On a un cas de figure avec une dizaine de points d'entraînement. C'est ni plus ni moins tiré du TP1 du cours. Donc, on a une dizaine de points d'entraînement ici. Et on a la courbe verte qui est le résultat de notre algorithme d'entraînement. Donc, Y, là j'ai écrit Y de X, puis j'ai mentionné D1 parce que j'ai un ensemble d'entraînement D1 qui a une dizaine de points, 10 à 15 points ici dans l'espace. Et puis j'ai mon mon H de X que j'illustre par la courbe verte, qui est le meilleur modèle que je peux pas avoir, en fait celui qui représente le mieux les données. Donc imaginez que je sois capable de générer un autre ensemble d'entraînement, donc 10 à 15 nouveaux points, toujours avec H de X comme étant le meilleur modèle possible. Donc en gros, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai un modèle sinusoïdal et puis j'ai généré au hasard des points sur cette distribution sinusoïdale, points auxquels j'ai rajouté un certain bruit. Donc ici, j'ai un deuxième ensemble d'entraînement des deux. Puis la courbe en bleu, ben, c'est le résultat de mon algorithme d'entraînement. Et là, on voit que c'est un peu mieux que dans le premier cas ici. On voit que ça représente un peu mieux une sinusoïde. Et là, j'ai fait ça une troisième fois. J'ai généré un certain nombre de points. J'ai mis ça dans un troisième ensemble d'entraînement que j'ai appelé D3. Et puis, j'ai entraîné un algorithme d'entraînement. Ça m'a donné la courbe qui est bleue ici. Donc, il faut comprendre que tous les chaque paire X, I, T, I, ici, associé à n'importe quel ensemble d'entraînement J, est IID d'une certaine distribution P de X, T. OK, ça, faut garder ça en tête. IID. Voilà. Donc, c'est comme si je prenais une très, très, très grande
base de données et que je la saucissonnais en des plus petits morceaux. Puis là, j'entraînais des modèles pour voir qu'est-ce que ça donnait. OK, c'est un peu ça que j'ai fait ici. Alors, on a vu précédemment qu'on peut combiner des modèles en les faisant voter ou en prenant ici c'est une régression, donc c'est en prenant la moyenne. Donc, imaginons que ici, j'aurais pris 5 ensembles d'entraînement différents. J'aurais entraîné 5 modèles différents. Donc, ces 5 modèles-là sont représentés par les courbes en grise, des courbes grises. Et puis, je peux les faire voter ou en fait les combiner ensemble. Ça va me donner la courbe bleue. Et là, vous voyez que alors que les courbes bleues à gauche, OK, mes modèles YD1, YD2, YD3 étaient très différents les uns des autres. OK, avoir des modèles qui sont différents, ça appelle à une variance qui est élevée. Donc, d'un entraînement à l'autre, j'ai plusieurs modèles différents. Ben alors que j'ai plusieurs modèles différents, quand je les combine ensemble, j'obtiens un résultat qui est très proche de la courbe verte. Vous voyez que la courbe bleue ici, qui est la moyenne de toutes mes courbes grises, ben ça me donne un résultat qui s'approche à ma courbe verte. Et puis si au lieu d'en prendre 5, j'en avais pris 40, ça m'aurait donné un résultat qui est encore mieux. Puis si j'en avais pris 500, ben ça m'aurait donné une courbe bleue qui est quasiment parfaitement collée sur la courbe verte ici. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que j'ai un biais qui est faible. Le biais, c'est quoi? C'est la distance qu'il y a entre une courbe bleue puis la courbe verte ici. Donc la variance, c'est l'écart que j'ai entre l'ensemble de tous mes modèles. Vous voyez que mes modèles sont parfois très différents les uns des autres. On voit même qu'il y a des modèles ici qui ont des formes un peu excentriques, d'autres modèles qui sont comme ça ici. Donc ce sont des modèles qui sont très différents les uns des autres. Donc la variance est élevée. Donc la différence entre les courbes grises est élevée. Par contre, la différence entre la courbe bleue et la courbe verte est faible. Donc, j'ai un biais qui est faible ici. Alors, si je fais du sous-apprentissage, ben là, puis que je refais la même chose, je génère un certain nombre d'ensembles d'entraînement. Là, je vais voir que j'ai un modèle qui est trop simple. En fait, c'est un modèle qui est quadratique. Et j'obtiens à peu près toujours les mêmes courbes qui sont pas des droites, mais presque. Alors, si j'avais, comme ici en haut à droite, 5 courbes puis que j'en faisais la moyenne, ça me donnerait la courbe bleue que j'ai ici. Si j'en avais 40, ça me donnerait la courbe bleue qui est là. Puis si j'en avais 500 puis j'en faisais la moyenne, ça me donnerait la courbe bleue qui est ici. Et là, on voit que la différence entre les modèles, là, ici, c'est très faible. C'est à peu près toujours le même résultat. Par contre, donc, si la différence entre les différents modèles gris, les courbes grises ici est faible, ça veut dire que j'ai une variance qui est faible. Par contre, la différence entre la courbe bleue puis la courbe verte, elle est très élevée. Donc, je vais avoir un biais qui est élevé. Donc, typiquement, quand je fais du surapprentissage, j'ai un modèle qui a tendance à surapprendre, je vais avoir une variance élevée, mais un biais qui est faible. Donc, le biais qui est faible, ça veut dire que si j'ai beaucoup de données, le modèle va éventuellement être capable de retrouver h de x. À l'inverse, si j'ai une variance qui est faible, ça veut dire que j'ai un modèle qui est très stable. Quand je l'entraîne, même si j'ai des données qui sont un peu bruitées ou j'ai des données qui varient un peu, donc c'est pas des données qui sont parfaites, ben d'une fois à l'autre, mon modèle va à peu près toujours me retourner la même chose, ce qui est rassurant. Donc j'ai une variance qui est faible. À l'inverse, par contre, même si j'ai une très grande quantité de données, mon modèle va avoir tendance à avoir de la difficulté à épouser la forme du vrai modèle h de x parce qu'il est trop simple. Donc, si je reviens sur la notion de variance, ça peut être décrit comme étant, en tout cas c'est moi qui appelle ça comme ça ici un peu pour illustrer la chose, comme l'écart moyen entre les courbes grises. Okay? Donc j'ai des courbes grises ici. Ici, j'ai un écart qui est faible, c'est à peu près toutes les courbes de même forme, tandis qu'ici, j'ai un écart qui est plus élevé avec des courbes comme ça ici, un peu excentriques. Donc, d'un côté, j'ai une variance qui est faible, de l'autre côté, j'ai une variance qui est élevée. Puis si j'ai, mettons, 5 courbes, ben la variance, ça peut se calculer comme ça ici. C'est, si je prends la courbe bleue qui est là, ok, ça c'est la courbe bleue, c'est la courbe moyenne, ben je vais prendre chacune de mes 5 courbes, puis je vais calculer la différence entre chacune des courbes et la courbe moyenne bleue. Donc, je prends la différence ici au carré, puis j'en fais la moyenne. Donc, c'est la moyenne des différences au carré. En fait, si on regarde la définition de la variance même pour une gaussienne, c'est une équation qui ressemble à ça ici.
Mais là, ici, bon, c'est pas des valeurs qu'on cherche, c'est la différence entre différents modèles. Donc, on voit ici que si j'implémente cette fonction-là ici pour la configuration à gauche, je vais avoir une valeur ou une variance qui est plus faible que pour la configuration qui est à droite. Maintenant, le biais. Ben, le biais, c'est la différence entre les courbes vertes et bleues. Ben, à gauche, j'ai un biais qui est élevé parce que la différence entre les courbes vertes et bleues est très substantielle. Ici. Tandis qu'à droite, ben, c'est minime, la différence entre les deux. Donc, j'ai une variance qui est faible. Pardon, j'ai un biais qui est faible. Biais, désolé. Donc, si j'ai, par exemple, 5 courbes, ben, je pourrais calculer le biais comme suit, en prenant ben, la courbe moyenne bleue. Donc, je calcule ma courbe moyenne bleue. Je regarde la courbe optimale, puis je fais la différence au carré entre les deux. Donc, je me retrouve ici avec la notion de variance et la notion de biais. À gauche, le biais est faible, est élevé avec une variance qui est faible. À droite, le biais est faible, la variance est élevée. Bon, dans les faits, ça ici, c'était pour des cas vraiment simples, mais dans les faits, ce qui va m'intéresser, c'est lorsque j'ai une très, très, très grande quantité de modèles. En fait, quand j'ai le nombre de modèles n tend vers l'infini. Alors, si le nombre de modèles n tend vers l'infini, c'est plus vraiment une sommation que je vais faire, c'est plutôt, parce que ici, ce sont des moyennes, ben, je vais remplacer mes moyennes par des espérances mathématiques. Donc, je vais avoir l'espérance mathématique, la différence au carré ici, pour la variance, puis l'espérance mathématique pour l'autre différence au carré ici, pour mon biais. Donc, ça va. J'ai donné deux exemples qui étaient relativement simples de cette histoire de variance et de biais. Maintenant, voyons voir d'où ça vient véritablement. Donc, évidemment, quelqu'un aurait pu faire le genre d'analyse que moi j'ai fait et en venir à la conclusion qu'on a un biais et une variance, mais en fait, il y a une procédure mathématique qui est un peu plus formelle, qui nous permet d'arriver à cette même conclusion-là, que chaque modèle qui est entraîné est le fruit d'un compromis entre un biais et une variance. Donc, on a démontré précédemment que, ça c'était la vidéo antérieure, que l'espérance mathématique de la losse, quand j'ai une losse au carré, ben c'est la somme de ces deux termes-là ici. Okay? Donc, c'est la différence au carré. Okay? Donc, j'ai ce terme-là ici, plus ce terme-là ici. Donc, ce terme-là plus ce terme-là. Or, le terme qui est ici, vous voyez, ne dépend pas de Y. C'est, bon, déjà, oui, Y, c'est le modèle entraîné à l'aide d'un ensemble d'entraînement D, puis l'espérance mathématique de T étant donné X, c'est le modèle théorique qui est le meilleur. Ok, c'était la courbe verte que dans les exemples précédents. Donc, je vais juste réécrire cette fonction-là ici. Ok, je vais le réécrire en utilisant h de x, juste pour reprendre le formalisme que j'avais introduit précédemment et qui est repris aussi dans le livre de Bishop. Okay? Donc, j'ai juste remplacé ces deux espérances-là ici par h de x, okay? Par le meilleur modèle théorique que je peux pas avoir. Bon, justement, ce que je voulais dire, c'était que ici, on a le deuxième terme ne dépend pas de Y. En fait, le deuxième terme, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde la différence qu'il y a entre le meilleur modèle théorique possible et la vraie cible associée à une valeur de X. En fait, ce que ça mesure, ça ici, c'est la magnitude du bruit que j'ai dans mes données. Donc là, pour l'instant, c'est pas tellement de ce terme-là ici que je vais me concentrer. Je vais me consacrer. Je vais plutôt me consacrer à l'autre terme qui est là ici. Je vais voir en quoi consiste la performance d'un certain modèle entraîné sur un ensemble de données D. Ben, en fait, si je prends cette équation-là ici, là, okay, juste celle-là, là, okay, juste la différence au carré, ben, la différence au carré, je peux la représenter comme suit. Okay? Je vais faire le même truc que j'ai fait à la vidéo précédente, à savoir j'ai pris Y moins H, puis là j'ai pris donc Y moins H, puis là j'ai rajouté plus l'espérance mathématique moins l'espérance mathématique. Comme j'ai fait plus moins, plus une valeur moins une valeur, j'ai le droit de faire ça parce que un moins l'autre, ça s'annule. Et là, ce que je vais faire, ben, je vais prendre ce terme-là ici, les deux premiers termes ici, un terme A, plus ces deux autres termes-là ici, c'est B, A plus B au carré. OK, ça peut être A au carré plus 2AB
plus b au carré. OK, donc je vais faire exactement ça. J'ai les deux premiers termes, y moins l'espérance mathématique au carré, plus 2 fois le produit croisé des deux termes, A et B, plus l'espérance mathématique moins mon meilleur modèle H au carré. Puis on peut démontrer, la preuve n'est pas très difficile à faire, peut-être qu'on va avoir le temps de la faire en classe, mais on peut démontrer que si je prends l'espérance mathématique de ma losse, OK? Donc si je prends l'espérance mathématique de ma losse, ça revient à prendre l'espérance mathématique de toute cette chose-là ici, puis l'espérance mathématique d'une somme, ça revient à la somme des espérances mathématiques. On avait mentionné au début du cours. Donc c'est ça, plus l'espérance mathématique de cette chose, plus l'espérance mathématique de cette dernière chose. Puis on peut démontrer que l'espérance mathématique de ça ici, c'est égal à 0. Ce qui nous laisse l'espérance mathématique du premier terme, plus l'espérance mathématique du deuxième terme qui est ici. Lui et lui. Puis en fait, ça c'est le biais, ça c'est le biais et ça c'est la variance. Donc lorsque je cherche à minimiser l'erreur quadratique d'une certaine fonction en entraînant un certain modèle Y sur des données D, ben en moyenne, mon but c'est d'essayer de minimiser à la fois une variance et un biais. Donc il faut absolument éviter que l'un ou l'autre devienne trop gros parce que je vais mal généraliser.